Ça y est, ça approche. Le premier tour des playoffs 2024-2025 est à notre porte. Et l'adversaire contre lequel on va se battre pendant au moins 4 matchs, ce sont les Timberwolves de Minnesota. C'est une équipe qui est top 10 en défense et top 10 en attaque. Depuis la trade deadline, c'est la meilleure équipe de toute la conférence Ouest. Ce ne sera pas une mince affaire. D'autant plus qu'il faudra défendre sur le 4e meilleur marqueur de la NBA, Anthony Edwards. Et nous allons décortiquer les possibilités de stratégie de défense contre celui qu'on appelle l'homme fourmi de Ant-Man. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que plus on va avancer, plus on va rentrer dans les stratégies difficiles à mettre en place face à lui. Et surtout, je vous dirai à la fin, quelle stratégie contre Anthony Edwards à la fin des matchs, quand on sait que c'est lui qui va prendre la décision. Nous allons analyser tout ça, Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Il ne faudra pas se leurrer, il y aura toutes les formes de défense face à Anthony Edwards. Toutes les formes de défense. Et puis on va s'ajuster en fonction de ce qui marche. Ce qui marche en début de match, ce n'est pas garanti que ça va marcher en fin de match. Ce qui marche au game 1, ce n'est pas garanti que ça va être le cas au game 2. Ce qui marche au game 3, ce n'est pas garanti que ce sera un succès au game 4 et ainsi de suite. Donc il faudra passer par plusieurs stratégies. Il faudra aussi envoyer plusieurs défenseurs, des défenseurs différents à chaque fois. Mais la première stratégie, vous êtes d'accord avec moi, ça va être du man-to-man. Dans une configuration de base qui est appelée à évoluer, il y aura Anthony Edwards face à Rui Hachimura. Alors certains m'ont parlé de LeBron James, ce n'est pas possible. Parce que ça va être beaucoup trop de travail pour LeBron pendant toute la série. Et puis, il faut quand même contenir le small ball, le pivot du small ball au moment où Gobert n'est pas là. Et quand Gobert est là, il y aura quand même Randle sur le terrain. Il faudra s'occuper de Randle. Si Randle fait une excellente série, les Lakers sont en danger. Donc le travail de LeBron en défense sur lui va être fondamental, ne serait-ce qu'en début de série. Donc ce sera du man-to-man et ce sera du Rui Hachimura. Il y aura ensuite des changements. Il y aura du Dorian Finney-Smith, il y aura du Jared Vanderbilt. Et je pense que le devoir, la tâche principale de Jared Vanderbilt sera de s'assurer que les Lakers ne prennent pas une inverse quand il y a du man-to-man sur Anthony Edwards. Et celui qui, à mon sens, peut régler ce problème, en tout cas qui peut le tempérer, c'est Jared Vanderbilt. Donc du man-to-man, oui, surtout en début de match, surtout en début de série, surtout avec Jared Vanderbilt. Parce que ce ne sera pas facile. Anthony Edwards, c'est l'un des meilleurs drivers de la NBA. C'est l'un des meilleurs joueurs qui attaquent les écrans. Il faudra, justement, être excellent au niveau de la navigation dans les écrans. Si vous êtes depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que j'ai pointé il y a 1 an et demi les limites de Jared Vanderbilt dans les écrans. Le système de navigation de Jared Vanderbilt dans les écrans n'a pas toujours été optimal. Force est de constater que le garçon a progressé dans ce domaine. Mais est-ce qu'il est au niveau élite? Pour l'instant, je dirais que non. Donc, il va falloir voir comment il va répondre face aux écrans des Minnesota Timberwolves. Athlète de haut niveau, bon decision maker, shooter à 3 points, le meilleur driver avec Shai Gilgeous-Alexander, excellent en mid-range, ça fait un cocktail explosif. C'est un garçon difficile à défendre. L'un des principes, c'est de ne pas le laisser s'installer. Pour ne pas le laisser s'installer, il faut l'attaquer dès qu'il a traversé le milieu de terrain. Et je vois sur des séquences, sur des petits moments,
en fonction de qui est avec lui sur le terrain. Il y aura des moments de fire, c'est-à-dire du feu, des prises à deux dès qu'il a traversé le milieu de terrain, afin de pousser à lâcher le ballon. Et surtout, afin de pousser les autres à se responsabiliser. L'équipe de Minnesota, pour moi, a une faiblesse fondamentale. C'est une équipe où il n'y a pas énormément de playmakers. Pour moi, dans cette équipe, il y a 2 playmakers. Attention, quand je parle de playmaker, je parle de playmaker sur le périmètre. Parce que Randle est aussi un playmaker et Rudy Gobert, pour moi, est un playmaker. Ce n'est pas un playmaker traditionnel, mais c'est un playmaker dans le shot roll et c'est un playmaker en dribble end-off et en pin-down. Poseur d'écran, pin-down, petite passe et le shooter peut dégainer. Ça aussi, c'est un playmaker. Mais je parle d'organisateur de jeu. Pour moi, l'équipe de Minnesota en a 2. Anthony Edwards et Mike Conley. Alors, il faut absolument que ces garçons lâchent la balle. Pousser les autres à prendre des décisions. Pousser Rudy Gobert à être ce playmaker en pin-down ou en dribble end-off ou dans le short roll. Pousser un joueur comme Randle à trouver des shooters. Par ses passes, il a des passes qu'on appelle des bullet passes. C'est un excellent playmaker. Mais ce n'est pas un meneur de jeu. Au niveau du decision making, de la prise de décision, c'est pas le plus futé qu'il y a. Et puis on sait que son jeu est très prévisible sur sa main gauche. Donc il faut priver Anthony Edwards de cette possibilité de s'installer en le poussant à lâcher le ballon et en responsabilisant les autres playmakers entre guillemets. Deuxième stratégie. Anthony Edwards, c'est 1m91, 1m92. C'est un petit tank. C'est un garçon très puissant, athlétique, jumper de très haut niveau. Mais il n'a pas le génie de la passe que possède par exemple un James Harden, un Trae Young, un Luka Doncic, un LeBron James, un Draymond Green. Il n'a pas encore ce playmaking, cette capacité à trouver des mecs dans des angles compliqués. C'est pour ça que je pense que le blitz peut être une solution. Il y aura du blitz, ça de toute façon, il y en aura. Surtout si le garçon est chaud depuis le début. Pour rappel, le blitz, c'est une prise à 2 en sortie de pick and roll. Qui n'est pas une prise à 2 dès qu'il a traversé le milieu de terrain. C'est au moment où l'écran est posé, en sortie de ce pick and roll, il a devant lui le deuxième défenseur qui vient se mettre. Et son inconvénient principal, c'est qu'il n'est pas assez grand pour voir au-dessus de la défense. Ce qui est le fort de LeBron et le fort de Luka Doncic. Donc, il y aura forcément du blitz contre lui. Mais il faudra choisir le lieu et l'endroit pour le faire. Surtout, il faut le faire lorsque le pick and roll est sur le côté, pas en tête de raquette. Parce qu'en tête de raquette, il a plus de liberté pour se démarquer. Il faut que le terrain soit une contrainte plus la prise à 2. Donc, il y a 2 hommes qui vont venir sur lui, mais il faut aussi que ça se fasse dans une zone géographique où le terrain est un inconvénient, où il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. S'il va à droite, par exemple, il va sur la ligne. S'il va à gauche, il va sur un autre défenseur ou sur sa mauvaise main. Il faut du blitz, mais ça dépend où est fait le pick and roll. Troisième stratégie. Le garçon a le profil d'un Ja Morant, athlétique, driver, dribbleur. Ce qu'il a en plus que Ja Morant, c'est à la fois le mid-range, qui est excellent, et le tir à 3 points. Le garçon, il a quand même rentré 320 shoots à 3 points cette saison. C'est le leader de toute la NBA. Donc on n'est pas sur un petit client, on est sur du lourd. Donc il y aura du job coverage face à lui. Le job coverage, pour rappel, c'est en sortie de pick and roll, c'est la réaction du pivot. Que fait le pivot? Est-ce qu'il monte pour le blitz, la prise à 2? Est-ce qu'il monte sur le edging, ça veut dire pour pousser le porteur de balle dans une certaine zone du terrain? Est-ce qu'il monte pour le toucher, pour faire sentir sa présence, c'est ce qu'on appelle le up to touch? Ou est-ce qu'il va reculer? Quand il recule, c'est ce qu'on appelle he drops, donc c'est le job coverage. Quel est le but de la stratégie du job coverage? C'est de protéger le panier. En empêchant le drive, parce qu'on est quand même face à un spécialiste du drive, et en protégeant du lob, parce que dans le dos du défenseur, il peut avoir par exemple un DiVincenzo qui a coupé. Il peut y avoir un lob pour Rudy Gobert.
Et cette stratégie sera utilisée, surtout quand ce Jackson Hayes qui est sur le terrain comme étant le 5e homme, le low man. Et à ce moment-là, il y aura du job coverage. Mais je doute que cette stratégie soit une stratégie à long terme puisque, je l'ai dit, Anthony Edwards, c'est un excellent shooter en mid-range. Ce n'est pas Kevin Durant, ce n'est pas Devin Booker, mais c'est quand même un excellent shooter en job coverage. Donc, il y aura quand même un certain succès pour lui face à nous si on utilise cette stratégie. Mais si on a Hayes, on est obligé. Surtout que qui dit Hayes dit Rudy Gobert, il faut protéger l'arceau, donc il faut du job coverage. 4e stratégie. Le feu, le job coverage, le blitz, le man-to-man, pour moi, ce ne sont pas les stratégies les plus ambitieuses et les plus pertinentes. Restez jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir quelles sont les stratégies les plus pertinentes. Je suis sûr que les meilleurs d'entre vous y pensent déjà. On avance. Entre-temps, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cochez la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nombreuses vidéos qui vont arriver. Mettez le petit pouce s'il vous plaît parce que ça me fait beaucoup de bien. On avance. Il y aura pour moi du switch. Le switch, c'est quand, quel que soit celui qui pose l'écran, le porteur de balle se retrouve face au défenseur de celui-là. Donc, il y a un changement de défenseur quand l'écran est posé. Vous aurez forcément cela dans la stratégie des Los Angeles Lakers. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des meilleures stratégies pour une raison bien simple. C'est qu'on va pousser Minnesota à jouer plus petit. Et on peut mettre sur le terrain 5 mecs qui sont interchangeables. Et dans un système de switch, il y a un danger particulier, c'est qu'on peut cibler certains de vos joueurs. Donc, en fonction de qui vient placer l'écran, les Lakers décideront s'ils switch ou s'ils passent au-dessus ou en dessous de l'écran. Ce sera au moment de voir ce qu'il faut faire. Mais il y aura de switch sur certaines séquences défensives. Parce que potentiellement, vous pouvez avoir un def line-up défensif. Avec Jarrett, avec Smith, avec Vincent, avec LeBron et avec Rui Hachimura. Quand vous avez ces 5 mecs-là, vous pouvez switcher. Et je vous avais même dit que face à Boston, rappelez-vous le premier match, quand il y avait les switches, Gabe Vincent se retrouvait face à Porzingis et il tenait physiquement. Donc il n'y a pas de raison qu'en playoff, ça ne tienne pas. Donc il y aura du switch. Mais il faut voir qui est sur le terrain. Par exemple, si dans la stratégie de Minnesota, c'est de cibler Austin Reeves, ça ne marchera pas, parce qu'Austin Reeves est un meilleur défenseur qu'il a été en début de saison. Mais s'il décide par exemple de cibler Luka Doncic, comme a pu le faire Steph Curry lors du match face aux Warriors, eh bien à ce moment-là, on peut décider de ne pas switcher. Mais ne pas switcher, ça a aussi une conséquence. Ça demande une défense très disciplinée, parce que vous allez passer au-dessus de l'écran. En passant au-dessus de l'écran, vous devez réduire la surface du corps. C'est ce qu'on appelle se réduire, se diminuer, passer dans un mouchoir de poche. Et vous êtes d'accord avec moi que les mecs comme Luka Doncic, ça va être compliqué de faire ça. Si vous passez en dessous de l'écran, le shooter a le temps de dégainer. Pour rappel, Minnesota est une équipe qui est très forte au tir à 3 points. Surtout Ant-Man avec la balle en main, Anthony Edwards. Donc il y aura les switches, mais ça dépendra quelle est notre défense et ça dépendra contre qui. Qui vient placer l'écran. Il faudra être attentif à ça. Mais pour moi, la meilleure stratégie sera celle du mur. Le petit mur en point of attack avec des ailiers, des wings au long bras. Je pense à Dorian Finney-Smith et à Rui Hachimura dans ce système en tête de raquette. Fermeture de cette entrée en point of attack avec un petit mur. Je pense que cette stratégie peut fonctionner comme ça a fonctionné par exemple face à Memphis, devant Ja Morant, avec une couverture, une espèce de demi-drop de la part du pivot. Jackson Hayes avait été très fort là-dedans et Jared Vanderbilt également, en couverture. Je pense que cette stratégie peut fonctionner et je pense qu'on va voir souvent cela. Prêtez attention à cela. Close out, il faudra sortir sur les shooters, sortir sur Anthony Edwards. Excellent en catch and shoot, excellent en shot creation. Donc quand lui, il crée son propre shoot, il faut sortir sur lui. Les close-out sont hyper importants. Il faudra être mobile, mouvement en latéraux, mouvement pour sortir sur les shooters qui sont isolés. Essentiel pour lutter contre Minnesota. Et alors, je vous avais promis une stratégie de fin de match.
Minnesota n'a pas de go-to guy. C'est vrai que c'est déjà arrivé que la victoire soit scellée par une action de Julius Randle. Et si c'est le cas face aux Lakers, je suis plutôt tranquille. Je sais qu'il peut le faire, mais c'est pas le mec sur qui je vais compter pour prendre les choses en main dans le money time, pour être le go-to guy, pour être celui qui va faire la décision en fin de match. Par contre, Anthony Edwards, oui, c'est un problème. Il est capable de le faire en drive, il l'a déjà fait en dunk, il l'a déjà fait à 3 points, il l'a déjà fait sur un tip-in, il peut le faire. Donc, il faut pas le laisser à la fin du match toucher le ballon. La stratégie de fin de match, c'est presse tout terrain, prise à 2 sur Anthony Edwards et le pousser à lâcher le ballon. Il faut absolument qu'il lâche le ballon. S'il ne lâche pas le ballon parce qu'il va jouer au basketball héroïque en prenant des tirs sur 2 joueurs, ça aussi, je suis tranquille avec ça. Et n'oubliez pas le rebond derrière. Mais la stratégie de fin de match, faire lâcher le ballon à Anthony Edwards. Pousser les autres à se responsabiliser. Pousser les autres à prendre des shoots, à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce que si vous êtes face à une équipe où des mecs qui n'ont pas l'habitude de faire certaines choses se retrouvent à les faire, vous êtes confortable avec ça. Donc en fin de match, faire lâcher le ballon à Anthony Edwards et responsabiliser les autres en mettant sur leurs épaules ce poids de faire la décision. Je pense que les Lakers auront beaucoup de stratégies différentes à mettre en place, mais chacune de ces stratégies a ses limites et ses avantages. Face à un mec qui est quand même un phénomène du basket. Parce que ce mélange rapidité, explosivité, qualité athlétique, shoot extérieur, shoot en mid-range, drive, création pour les autres, c'est pas mal du tout. Et vous savez qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs joueurs de cette série. On en avait parlé dans la preview. On sait qu'il aura beaucoup de responsabilités. Et nos défenseurs aussi. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à la stratégie défensive des Los Angeles Lakers face à l'équipe de Minnesota. Je vais vous laisser en espérant que vous vous êtes abonné à la chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu s'il vous plaît, que vous avez mis un commentaire. Comment voyez-vous la défense des Lakers face à Anthony Edwards? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À bientôt pour les playoffs.